Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet clé. Comment organiser son équipe de vente pour qu'elle soit vraiment efficace? Choisir la bonne structure, c'est crucial. Il y a plusieurs modèles, chacun avec ses forces et faiblesses. Bref, on va essayer de décortiquer tout ça. Oui, exactement. Il ne s'agit pas juste de distribuer des tâches, hein, c'est plutôt de créer un système, un ensemble cohérent qui tire le meilleur des gens individuellement et collectivement. Et puis, il faut que ça colle aux besoins du marché, des clients. Tout à fait. Alors, par où on commence cette réflexion? Souvent, on pense d'abord aux compétences des personnes, non? Mettre la bonne personne au bon endroit. Bah oui, c'est une base assez logique. On capitalise sur les talents naturels. Certains sont super à l'aise au téléphone pour la prospection, d'autres, ils sont meilleurs en face à face, sur le terrain. D'accord? Et puis, on peut aussi confier des responsabilités spécifiques, genre les comptes clés. Vous savez, les plus stratégiques aux vendeurs qui ont plus de bouteilles, plus d'expérience. Oui, logique. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer des silos, que chacun reste un peu dans son coin? Ah si, c'est précisément le risque. Pour que ça fonctionne bien et que l'équipe reste soudée, la communication est fondamentale. Il faut organiser des réunions de partage régulières, pourquoi pas des échanges de rôles de temps en temps. Ah oui. Ou même ce qu'on appelle le job shadowing. Aller observer un collègue qui fait autre chose. Ça aide vraiment à comprendre les défis de chacun. Ça peut éviter les frictions classiques entre les chasseurs, ceux qui cherchent les nouveaux contrats, et les éleveurs, ceux qui bichonnent les clients existants. Hmm, d'accord. Une autre approche très, très répandue, c'est l'organisation par territoire géographique. On découpe la carte, quoi. C'est surtout pertinent quand on a besoin d'être proche des clients, j'imagine? C'est ça. C'est l'idéal si les clients sont nombreux, dispersés et que la présence locale est un vrai plus. Pensez à un service de proximité, un artisan. Oui. Ça permet de maîtriser les coûts de déplacement et puis le vendeur connaît bien son secteur, son marché local. C'est un atout. Mais attention, ça soulève tout de suite d'autres questions, notamment la cohérence globale. Vous pensez à quoi? Au risque d'avoir des politiques de prix différentes d'une région à l'autre, par exemple. Ça pourrait créer une sorte de concurrence interne. Exactement ce genre de problème. Imaginez la tête du client qui apprend qu'il paye plus cher que son voisin juste parce qu'il est dans la région d'à côté. C'est pas terrible. Non, effectivement. Et l'autre gros défi, c'est l'inégalité du potentiel économique entre les zones. Vendre à Paris ou dans le Massif central, c'est pas la même chose. Donc il faut absolument adapter les objectifs et puis les primes, la rémunération variable, pour que le système reste juste et motivant pour tout le monde. Bien sûr. Et évidemment, ce modèle géographique, il perd beaucoup de son sens si on vend à distance des produits numériques ou si le marché est très très concentré, très niche. Logique. Alors, imaginons une entreprise qui vend des choses très différentes à des clients aussi très différents. Là, l'idée de spécialiser les vendeurs par segment de marché, ça devient intéressant. Oui, tout à fait. Ça permet au commercial de devenir un vrai spécialiste des besoins d'un type de client bien précis. L'objectif, c'est de mieux le servir, ce segment, pour pouvoir lui vendre plus de choses plutôt que de s'éparpiller. D'accord. Bon, ça suppose quand même que le segment soit suffisamment large pour occuper un commercial à plein temps, hein. Et si ce n'est pas le cas? Soit un commercial gère plusieurs segments, soit on peut faire un mix. Par exemple, un segment très large comme, disons, les laboratoires médicaux en France, on peut le découper ensuite par zone géographique. C'est une combinaison possible. D'accord. Un avantage intéressant de cette structure par segment, c'est que ça rend la comparaison des performances entre les commerciaux un peu plus facile, parce qu'ils travaillent sur des bases plus similaires. Hmm, intéressant. Parlons maintenant des cas où c'est la complexité du produit qui est le facteur dominant. Je pense à des machines industrielles très spécifiques et des logiciels hyper techniques. Ah oui, là effectivement, la spécialisation par produit est souvent la meilleure solution. Pourquoi? Parce que l'acheteur, ce qu'il cherche avant tout, c'est une expertise technique pointue, irréprochable. Il veut être rassuré. Exactement. Un commercial qui est ultra spécialiste de son produit, eh bien, il apporte cette réassurance. Il est presque plus perçu comme un conseiller technique que comme un simple vendeur. Oui, je vois. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il risque de passer à côté d'opportunités, non? Sur d'autres produits de la gamme que le client pourrait peut-être acheter aussi. C'est le principal inconvénient, oui. Un certain manque de vision globale des besoins du client parfois. Pour compenser ça, il faut mettre en place des systèmes solides pour que les infos circulent bien entre les différents spécialistes produits. C'est d'ailleurs pour ça qu'on recrute souvent sur ces postes des profils qu'on appelle technico-commerciaux. C'est-à-dire? Des gens qui ont une formation technique de base, des ingénieurs, des techniciens, avant d'être formés à la vente. D'accord, je comprends. Donc, on a vu les compétences, le territoire, le segment de marché, le produit. Est-ce qu'on peut combiner tout ça?
C'est ça, la fameuse structure matricielle. C'est l'idée, oui. La structure matricielle, elle superpose plusieurs dimensions. On peut tout à fait imaginer une équipe qui serait dédiée, par exemple, au produit A, mais uniquement sur le marché B et seulement dans la région C. Ah oui, c'est très précis, hein. Voilà, le potentiel de spécialisation est maximal. Par contre, Mhm. J'imagine que la gestion doit être un cauchemar. la complexité. C'est le gros défi, oui. La coordination devient très très exigeante. Il faut que l'information circule parfaitement, donc ça demande des réunions interéquipes fréquentes, des outils collaboratifs qui fonctionnent bien. C'est une structure qui peut être très puissante, mais elle demande une vraie maturité dans l'organisation. C'est pas pour tout le monde. D'accord. Une dernière question un peu plus pratique. La connaissance des produits concurrents. Est-ce que c'est toujours indispensable pour un vendeur? Alors, pas systématiquement non. Si vous êtes en situation de monopole, bon, la question se pose moins. Ou si votre produit est tellement différent, tellement unique. Ou à l'inverse, si le marché est très banalisé? Exactement. Si c'est un marché où tout se ressemble et où c'est surtout le prix ou la relation personnelle qui fait la différence, la connaissance fine du concurrent est moins critique. Mais dans la plupart des secteurs où il y a de la concurrence, de l'innovation, là c'est incontournable. Ah oui, absolument. Ne pas connaître les points forts et les points faibles des alternatives que le client a en face, c'est aller au casse-pipe, soyons clairs. Et d'ailleurs, assurer cette veille concurrentielle et cette formation continue des équipes. Ouais. C'est une responsabilité essentielle du management commercial. C'est pas au commercial de perdre son temps sur le terrain à chercher ses infos. C'est au manager de lui fournir les éléments clés, par exemple via des modules de formation courts, peut-être des vidéos, c'est pratique pour les équipes qui sont dispersées. Le temps du commercial est trop précieux. C'est très clair. Donc, pour résumer un peu, il n'y a pas une seule bonne structure, pas de solution miracle. Le choix va vraiment dépendre du contexte spécifique de l'entreprise. Ses produits, son marché, la densité de ses clients et bien sûr les compétences qu'on a dans l'équipe. C'est une vraie décision stratégique. Tout à fait. Et peut-être une dernière piste de réflexion pour nos auditeurs, au-delà de l'organigramme, de la structure formelle qu'on choisit, comment est-ce que la culture de l'entreprise, le style de management, les outils digitaux qu'on utilise, comment tout ça vient amplifier ou au contraire freiner l'efficacité de l'organisation commerciale? Quels sont ces éléments un peu moins tangibles qui font souvent toute la différence au quotidien? Voilà, une excellente question pour finir. Beaucoup de matière à réflexion. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir ces stratégies ou discuter de l'amélioration des compétences de vente de leurs équipes, n'hésitez pas à contacter Philippe Massol sur LinkedIn. Il sera un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.